Bienvenue sur Trajectoire au rayon X, le podcast qui décrypte les parcours de vie de personnalités qui marquent la radiologie. Un podcast de la Société française de radiologie. Bonjour Thibaut Garivier. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation au micro de Trajectoire au rayon X. Thibaut, tu as 33 ans, tu es radiologue spécialisé en imagerie ostéo-articulaire. Tu t'es installé en libéral à la clinique d'Argonay à Annecy assez récemment après avoir fait ton internat et ton assistanat à Lyon. Mais tu es aussi un athlète professionnel, membre de l'équipe de France de trail longue distance, c'est-à-dire 80 km, champion du monde par équipe en 2023, 4e en individuel, bravo. Tu as gagné ou accroché de très belles places sur des courses prestigieuses comme la CCC, 101 km pour information, que tu as remporté en 2021, ou sur l'Ultra Trail du Mont Blanc, la reine des courses de ta discipline avec ses 171 km, que tu as terminé en 6e position cette année. 2 vies donc que tu as réussi à concilier, non sans sacrifice d'un côté comme de l'autre, on peut l'imaginer, et c'est cette histoire-là que tu vas nous raconter aujourd'hui. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors avant qu'on explore un petit peu ton histoire et ton parcours, est-ce que tu peux expliquer simplement à nos auditeurs qui ne connaîtraient pas ta discipline un petit peu en quoi ça consiste ? Alors le trail c'est de la course nature, donc c'est de la course à pied sur des distances allant on va dire de 0 à maintenant quasiment 600 km. Hors stade en fait c'est une discipline de l'athlétisme, majoritairement en montagne, avec des parcours de dénivelé sur des chemins, plus ou moins en autonomie. Il y a certaines courses qui se caractérisent comme ça. Et donc le trail longue distance, c'est 80 km, c'est ça Voilà, on a les trails, ça se découpe à peu près, on va dire, de 0 à 60 km, on va dire le trail court. Après de 60 à 120 le trail long. Et l'ultra trail qui va au-delà des 120 km. Souvent en fait ça représente le fait de passer une nuit dehors, de courir la nuit plus la journée pour les meilleurs coureurs et souvent 2 nuits plus la journée pour le milieu de peloton on va dire. Et puis maintenant récemment il y a encore des nouveaux, alors ça fait partie de l'ultra trail mais on va dire ça commence de 120 et puis comme je te disais maintenant il y a des courses jusqu'à 600 km à faire en une traite. Voilà, c'est impressionnant. Merci beaucoup pour ces explications. Alors si on en revient à toi, est-ce que tu peux nous raconter dans quel environnement tu as grandi, si tu viens d'une famille de médecins, de sportifs? Aucune des deux réponses. Alors, de mon point de vue d'aujourd'hui, je vais dire aucune des deux. Alors j'ai 2 parents profs, donc aucun membre de ma famille n'est médecin, ni proche ni loin. Et aucun de mes proches, aucun membre de ma famille non plus n'a jamais fait du sport à haut niveau. Alors, c'est une famille qui est plutôt sportive, mais voilà, le sport haut niveau, c'est quand même vraiment une classe un petit peu à part. Donc, je dirais ni l'un ni l'autre finalement. Et tu as toujours voulu être médecin? Comment ça s'est passé pour toi? J'ai commencé un petit peu, je pense que j'ai commencé à vouloir être médecin dans les années lycée, en seconde ou première, donc finalement assez tôt quand même. Je suis pas allé par défaut en première année de médecine. Je savais, j'étais déjà allé chez le père d'un de mes amis en stage à la clinique, voir, il était en l'occurrence anesthésiste, donc c'est vrai que voilà, j'étais parti avec cette idée de faire de la réa, de l'anesthésie réa, et puis après, on va y venir, le chemin a fait que j'ai bifurqué. Et donc tu as fait tes études de médecine à Marseille, c'est ça? Ouais, donc moi je viens de Gap, donc ça dépend de l'académie d'Aix-Marseille, donc automatiquement j'ai pas fait de choix de fac, je suis descendu à Marseille là où c'était dirigé. Et donc j'ai fait ma première année jusqu'à l'ECN, donc les 6 premières années à Marseille, et ensuite je suis rejoint Lyon. Ok, et tu courais déjà quand tu étais externe, quand tu étais à la fac? Externe, je dirais que j'ai dû en fait commencer la course à pied, oui, externe, mais vraiment parce qu'avant j'en faisais pas du tout, donc j'ai commencé à faire des footings. Et puis en fait, comme tout le monde, ça me disait pas plus que ça. Mais par contre, j'ai vraiment commencé à aller en D2, donc en 4e année,
vraiment pour m'aérer la tête quand je bossais. Ça m'a demandé beaucoup de boulot. Moi, à titre personnel, l'ECN, parce que j'ai pas spécialement de facilité d'apprentissage comme on peut voir certaines personnes en médecine. Hein. Donc, moi, ça m'a demandé pas mal de boulot et c'est vrai que je bossais beaucoup et puis j'allais courir, je m'aérais. Donc là, je faisais 8, 10, 12 km de footing en ville sans aucun objectif. C'était un peu mes débuts dans la course à pied, quoi. Centre-ville de Marseille. Alors c'est vraiment Voilà. incroyable parce que tu vas nous raconter la suite, mais tu es quand même champion du monde maintenant. Et en fait, tu n'as pas du tout le parcours des bébés champions qui sont dès la primaire, déjà en club, licenciés, etc. Tu n'as pas du tout fait d'athlétisme en fait. Non, pas du tout d'athlé. Quand même, la petite note, c'est que j'ai toujours été un amoureux du sport. J'ai toujours fait plein de sports. Mais par contre, effectivement, allez, on va dire jusqu'à ma P1, je me suis pas spécialisé dans un sport. J'ai fait plein de sports différents. Et J'ai fait de l'équitation, même, gym, Ok. natation, tout ça en club à chaque fois, 3-4 ans. Et puis finalement, ce que j'ai fait le plus, c'était sur mes années collège et lycée, j'ai fait du ski de fond à Gap. Et c'est là où j'ai plus découvert le sport d'endurance, ce qui est quand même un petit peu particulier, quoi. Le sport outdoor avec c'est des sports dans des conditions qui peuvent être difficiles, le froid, l'hiver, où il y a quand même un petit peu un petit supplément d'âme à avoir quand même. C'est pas comme maintenant que je fais pas mal de muscu, de sport en salle pour la préparation physique, je me dis c'est quand même ça demande quand même quelque chose en plus, quoi. Mais c'est aussi une motivation supplémentaire. Donc oui, j'ai été quand même un amoureux du sport et j'ai fait du ski de fond et que j'ai arrêté effectivement en partant à Marseille pour faire ma P1, quoi. Et c'était difficile de juger ça de soi-même, mais est-ce que tu avais des capacités, tu penses, physiques particulièrement bonnes ou vraiment tu es parti de zéro quand tu as commencé le trail? Oui, je pense que tous les entraîneurs que j'avais dans les clubs différents et notamment en ski de fond, j'ai vu que j'avais des bonnes capacités physiques, Okay. d'endurance et puis surtout que j'étais capable d'aller assez loin dans l'effort. Okay. De supporter le ressenti de la douleur, etc. C'est quelque chose qui me motivait. Et c'est plutôt le fait de se l'entendre dire, parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Moi, en l'occurrence, j'ai commencé le ski de fond sur le tard. Le ski de fond, c'est un sport qui demande beaucoup de technique et j'étais très mauvais techniquement parce que j'étais en face de gars qui avaient commencé tout petit. Et donc, j'ai pas eu des résultats excellent en ski de fond. Je suis arrivé, on va dire, à un petit niveau national. Mais par contre, effectivement, sur le plan du physique, on me prêtait plutôt des qualités endurance. Ok. Ok, et donc tu as réussi l'ECN en 2014 et tu avais plein de choix qui s'offraient à toi. Pourquoi la radio? Comment ça s'est joué? Alors, comme je t'ai dit, je partais pour faire de la réanimation. Et puis finalement, c'est au fur et à mesure des stages d'externe, alors je saurais plus dire tellement quelle année, mais je pense que ça doit être en D2 en fait. En 4e année, au tout début, où j'ai commencé à bosser vraiment les ECN, où j'ai fait un stage en radio et j'ai découvert ce monde que je connaissais pas du tout, mais pas du tout. Et puis voilà, c'est toujours des rencontres, hein, donc un service sympa du professeur Panuel, c'était de la radiopédiatrie, et des gens sympas, une équipe sympa, une bonne ambiance. C'est surtout ça qui m'a frappé au début, c'est que moi je suis très attaché en fait à l'humain, au travailler ensemble. C'est toujours ce que j'ai recherché partout où je suis allé. C'était des gens avec qui, parce que le boulot je sais qu'il me plaît, mais c'est les équipes avec qui je me sens à l'aise, je suis content d'aller le matin et pas quelqu'un qui soit ronchon, caractériel. Voilà, j'ai un peu du mal avec ça. T'es sensible à l'ambiance de Voilà, l'équipe. énormément. Pour moi, ça compte beaucoup parce que c'est comme ça qu'on fait du bon travail. Moi, voilà, c'est ça qui me motivait pour aller au boulot le matin. Et ça m'a vraiment frappé en radio. Les gens sont plus sympas qu'ailleurs. C'est la première réflexion que je me suis fait. Alors, ça peut paraître un peu bête comme ça, mais moi, en tout cas, dans les services où je passais au CHU, c'est la première fois où je me suis dit, tiens, là, je me sens vraiment à l'aise.
Les mecs sont sympas. Il y a une bonne ambiance de travail, mais une bonne ambiance, c'est sérieux. Et aussi, je voyais qu'ils avaient un petit peu plus la main sur leur organisation. Et ça m'a tout de suite interpellé. Alors on en parlera plus tard. Après, ça a été vraiment un facteur déterminant dans mon choix. Mais Donc j'ai vite compris que le fait que ce tête, soit une spécialité à garde, que en fait, en l'occurrence, à la relève à 18h30, mais au pire, à 19h, allez, bon, peut-être quelques fois dans l'année, il y a des urgences, mais je pouvais partir sur le fait qu'à 18h30, 19h, j'étais sorti tous les jours. Donc ça Et laisse la place pour à d'autres organiser, moi, m'organiser derrière, c'était vraiment important, quoi. C'était vraiment important. Et donc tu as choisi Lyon. Est-ce que c'était pour te rapprocher des montagnes à l'époque ou c'était pas déjà un projet? Ouais, c'était complètement ça. Quand je suis parti de Gap, quand j'étais à Marseille même, je voulais soit retourner à Gap, soit aller à Annecy déjà. J'avais déjà ça en tête. Et donc, c'était changer d'air aussi, le choix de ville en tant que tel. Lyon, je connaissais pas, hein, mais je m'en entendais du bien. C'était proche, plus proche des Alpes. Une ville quand même très dynamique, et jeune, et puis surtout plus sportive qu'à Marseille, en l'occurrence, où le sport c'est quand même assez anecdotique, on va dire. La pétanque quand même. Ouais, la pétanque, non mais il y a des bons clubs, hein, mais c'est vrai que pour la course à pied, le trail, etc., à Lyon par exemple, il y a une communauté bien plus importante, et puis à Marseille ça me faisait rire, mais quand je faisais les footings dans la rue, tu risques ta vie à chaque passage piéton, quoi. Ouais, c'est pas très adapté. Non, c'est... Ouais. Et donc, il y a quelque chose qui m'a interpellée dans ta biographie. En 2018-2019, visiblement, tu cours puisque tu cours dans des grosses courses et je vois que tu as fait des podiums assez fous, hein. Tu termines deuxième de la CCC en 2019. Alors, tu pourrais peut-être nous réexpliquer ce qu'est la CCC pour ceux qui connaissent pas. Et en fait, à ce moment-là, tu es en fin d'internat. Comment tu as réussi l'exploit d'arriver à ce niveau en ayant une vie d'interne avec des gros horaires, des contraintes fortes? Alors, il y a plusieurs choix que j'ai dû faire forcément. Le premier, c'est qu'en milieu d'internat, quand j'ai découvert la radio, je me suis tout de suite dit je veux faire de la radio internationale. Enfin, ça me plaisait bien, c'était vraiment novateur, très dynamique, et puis je voyais vraiment l'avenir, et puis c'est aussi faire quelque chose de ses mains, quoi. Donc vraiment cette dualité entre l'interventionnel et le diagnostic, ça me plaisait à fond, donc je voulais aller là-dedans. En milieu d'internat, c'est sûr que j'ai compris qu'il fallait que je fasse le choix parce que je commençais à m'entraîner de plus en plus, arriver, on va aller dans le haut de la hiérarchie mondiale sur le trail, et ça demandait de plus en plus de temps et de rigueur et surtout de régularité. Et un petit peu pour les raisons dont on a parlé tout à l'heure, c'est que la radio internationale, par exemple, nous dans notre organisation à Lyon, c'était un tour de garde en plus. Donc il fallait faire 2 tours de garde. Moi je suis arrivé au moment charnière où ça a été créé. Donc il y avait peu de monde qui faisait les gardes. Donc les gardes revenaient souvent. C'était aussi beaucoup plus, on retrouvait cette incertitude de... la radio internationale, il n'y a plus d'horaire de fin, il n'y a plus de garde. Donc il y avait des gardes, mais c'est-à-dire que c'est plus une journée de bloc opératoire. C'est-à-dire que des fois, si tu pars sur un geste à 16h, s'il faut y être jusqu'à 21h ou 22h. Donc, et tes entraînements étaient quotidiens en fait les entraînements étaient quotidiens à peu près. Ça commençait vraiment à cette période à devenir sérieux, où j'ai pris un coach. Donc... Tu t'organisais comment? Tu allais courir le matin, le soir? Ouais, j'ai jamais été du matin, moi j'allais toujours le soir, toujours. Donc, comme tu sais, impossible d'y aller le midi. Moi, le matin, c'était vraiment compliqué. Mais par contre, le soir, j'y arrivais. Après, il faut jongler avec les gardes. Il y a les gardes au CHU. Moi, j'ai commencé à faire des gardes en téléradio d'urgence. Avec Imadis, on a eu l'opportunité à Lyon, donc dès le 5e semestre. Donc c'était quand même, j'avais déjà 2 lignes de garde. Ok. Donc une vie assez intense. Voilà, et puis donc j'ai fait ce choix de mettre en pause, je ne savais pas si je reprendrais plus tard, mais de mettre en pause les velléités sur l'interventionnel et de me concentrer sur une partie diagnostique.
et le trail, parce que là, c'était vraiment ma passion. Et comme ça, j'ai réussi à équilibrer jusqu'à gagner, enfin en tout cas, non, j'ai fait 2e à la CCC en 2019. Et, donc c'est la petite sœur du Tour du Mont Blanc, c'est le demi-tour du Mont Blanc, hein, c'est 100 km et 6000 mètres de dénivelé. Et ça a été ma 2e grosse victoire. En fait, en 2019, j'ai gagné une course aux Canaries, qui est une course internationale, qui a été ma première grosse victoire internationale sur une course très connue, qui est la Transvulcania. Et puis ensuite, j'ai gagné la CCC. Et effectivement, c'était l'année de ma thèse, parce que j'avais fait une dispo de 6 mois, fin 2018. Et je suis allé courir aux États-Unis une course qui était dans les 3 plus grosses courses américaines, où j'ai fait 3e, donc 5 jours avant de passer ma thèse. Oh là là. Donc avec le décalage horaire, c'était à San Francisco, et donc j'ai fait la course le dimanche, j'ai passé ma thèse le vendredi. Donc ça a été finalement vraiment le bout de l'entonnoir, quoi, où tu vois, tout s'accélérait, c'était vraiment dur à gérer, c'était plutôt en fait émotionnel, parce que tu vois, quand on passe la thèse, t'es prêt, c'est pas du travail de dernière minute, donc finalement c'est pas dans les 2 dernières semaines que tu fais le truc. Enfin, moi j'avais réussi à ficeler le truc avant, mais c'était dur de me dire, c'est des mondes qui sont assez imperméables, et quand je suis aux États-Unis, j'étais à San Francisco, en fait tout le monde s'en fiche que tu sois médecin, et tout le monde s'en fiche que tu es à la thèse. T'as ton dossard comme ça. Voilà, t'as ton dossard, et puis en fait, il faut faire la meilleure perf. Toi, t'es investi là-dedans, et puis tu rentres, et finalement, en fait, tout le monde s'en fiche que tu étais à San Francisco, en fait, finalement, 72 heures avant. Tu veux dire ton jury de... Ouais, et surtout ton jury de thèse, personne n'en de... a rien à faire, à juste titre d'ailleurs. Mais quand même, ça a dû interpeller. Là, je me dis internat, des fois... tes co-internes, ils t'ont suivi un peu? Ils Ouais, savaient ta double vie, où t'as caché tes... Ouais, non, c'est vrai que petit à petit, les gens se sont aperçus, mais donc beaucoup par les réseaux, par mes co-internes, et tout doucement à l'hôpital, hein, même les HCL, je me souviens, faisaient un petit article dans la petite revue de presse mensuelle quand il y avait la Saint-Élion, qui est la grosse course locale. Donc c'était sympa. Les équipes aussi, hein, les manips, même chef de service, etc. Donc, ça fait un truc en plus qui... Ouais, moi ça m'a toujours un petit peu gêné, parce que si tu veux, j'ai toujours considéré que la médecine, pour moi, c'est quand même la priorité, c'est d'être sérieux là-dedans, de faire les choses bien, parce que c'est un métier où j'ai envie de faire les choses bien. Enfin, c'est quand même un métier sérieux où il y a des responsabilités. Voilà, il y a des responsabilités, il faut faire les choses correctement. Donc je veux pas du tout délaisser ça, je veux juste ne pas me mentir sur mes limites, me borner, c'est pour ça que je l'ai fait pour l'interventionnel par exemple, mais dans l'espace dans lequel j'évolue, bien faire les choses. Donc tu n'avais pas envie de mettre en avant cette étiquette de sportif? Non, en fait, parce que je me sens pas trop à l'aise avec ça, je pense que c'est pas une plus-value, même des fois en fait en médecine, j'ai été plusieurs fois confronté, même devant des institutions, comme l'ARS en l'occurrence, c'est presque plutôt un défaut en fait. Enfin, des fois, moi j'avais demandé une dispo par exemple pour avoir un aménagement, en prenant l'exemple comme ça se fait partout dans le monde sauf en France, pour la médecine, et comme ça se fait à l'INSA à Lyon, une grande école d'ingénieurs. Et ça a été hors de question, et en plus de ça, ils se sont demandé si je me moquais pas d'eux, quoi. Ouais. Non, pas du tout. Ça n'a pas du tout été reçu correctement. De la mentalité nord-américaine, où c'est ça, moi, c'est là-dessus que je me calquais. Après, je l'ai entendu, c'est des choix. Je respecte ça. J'ai juste attendu de finir mon internat, et puis... mais voilà, c'est vrai que sur le coup, je me suis dit, là, il y a peut-être des choses à faire évoluer. Alors, j'en ai pas fait mon cheval de bataille, parce que c'est un peu des choses qui me dépassent aussi. Il y a plein de contextes que j'ai pas, mais en tout cas, ça a été un choix sur le coup, ça m'a un petit peu blessé, parce que je me dis, tiens, on le fait par exemple pour les grossesses. Bien sûr. C'est sûr que c'est des événements de vie, quoi. C'est ni des pathologies, ni rien, mais moi je demandais 6 mois en l'occurrence. C'était en surnombre,
tu vois. Donc comme ça se fait, et bon, ça a été refusé, mais c'est comme ça. Après, c'est aussi savoir s'adapter et ce jour-là, je fais d'autres choix de stage, de semestre, d'organisation pour continuer, quoi. Tu t'es pas démotivé? Non, 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 je ne me suis pas démotivé. Ça aurait été un plus, en fait. Ça aurait été juste un plus. Plus simple pour toi. Mais là, tu as dû tout faire tenir. Ouais. Mais bon, après, c'est comme ça. Hein. La vie est faite de concessions. Et donc, l'internat se terminant, tu te tournes vers un post-internat avec de l'imagerie ostéo-articulaire. Est-ce que tu lis les deux? Ton intérêt pour l'appareil locomoteur, alors j'imagine qu'il n'est pas très éloigné de ton intérêt pour le sport. Alors bizarrement, au début pas. Maintenant, aujourd'hui, oui, à fond. Mais j'ai pas commencé comme ça. J'ai été un passionné, un passionné de la pathologie interstitielle. Je voulais faire de l'imagerie du thorax. C'était vraiment, ouais. Donc ça, c'est ce qui me passionnait. Et puis finalement. J'ai eu cette opportunité de faire de l'imagerie ORL et ostéo-articulaire, donc j'ai fait ces deux DU. J'ai fait cet assistanat dans le service de la Croix-Rousse, qui est aussi un service de radiologie digestive avec l'activité de greffe. Donc j'ai eu finalement un assistanat un peu hybride, peut-être moins comme vous le faites à Paris. Avec finalement 2 spécialités et demie que je faisais sur des temps assez équilibrés. Donc ça, moi ça m'a bien intéressé. Puis bon, maintenant les choses ont fait que j'ai évolué vraiment sur l'activité ostéo-articulaire et je me suis rendu compte que pourquoi pas en fait. Au début, je voulais compartimenter parce que pour moi le sport c'est ma passion, la radio c'est mon métier. Et il y a plein de choses qui m'intéressent en radio et je voulais pas faire que du sport, tomber un peu dans le... Et puis finalement, c'est vrai que je m'aperçois que j'arrive aussi à tirer des compétences de fait de mon expérience en fait dans le sport pour en tant que radiologue ostéo. On va revenir là-dessus, parce que récemment, tu t'es donc installé en libéral à Annecy. On comprend pourquoi. Et donc, tu fais essentiellement de l'imagerie ostéo-articulaire, en fait, aujourd'hui. Oui, donc maintenant, je fais quasiment plus d'ORL. Et ça, c'est donc pour des besoins. On était finalement un groupe avec très peu de radiologues interventionnels. Et donc, ça tombait bien. Moi, c'est venu aussi bien. Ça a été dans la rencontre aussi avec des associés avec qui je me suis super bien entendu et qui m'ont motivé pour aller dans ce projet en fait et monter vraiment une équipe d'ostéo-articulaire où on a une belle pyramide des âges d'ailleurs parce qu'on a des pré-retraités, moi qui suis tout jeune, des âges intermédiaires. Donc moi, je bénéficie beaucoup de leur expérience. Puis on échange beaucoup et tout, c'est vraiment cool. On arrive à mettre un beau réseau en place pour discuter avec tous nos interlocuteurs, médecins, chirurgiens dans le bassin annécien. Donc je pense que c'est une vraie plus-value. Ouais. Moi, ça m'a vraiment motivé, c'était de rendre, comme pour en revenir au début, la chose en fait humaine, fait d'interaction, être facilement joignable, mettre en place des circuits sur l'urgence, pour les pathologies ostéo, etc. Donc, pouvoir répondre à la demande, essayer de réduire les délais d'examen. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui m'a motivé. Et ouais, maintenant, je fais quasiment que de l'ostéo. Et une installation en libéral, c'est un gros travail. Tu as réussi à caser ça en plus de ton entraînement, de tes vacations. Ouais, alors quand j'ai terminé, j'ai eu un petit moment où j'ai remplacé dans la structure. Donc là, je remplaçais à temps partiel. Donc finalement, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à temps partiel. Okay. Donc là, ça a été le jour et la nuit. Du jour au lendemain, je passais vraiment de l'assistanat au CHU à Donc ça, c'était quoi, 2021 22? Ouais, 2021.
Donc ça, c'était vraiment cool. Ça m'a permis de faire ça sereinement. Donc ça fait 2-3 ans que tu as beaucoup plus de temps à consacrer à tes entraînements. Ça fait 1 an et demi même. C'est assez récent. Ouais, quoi. Donc mai 2021. Ok, et donc l'installation, donc l'ostéo-articulaire. Et alors moi ce qui m'intéresse de savoir c'est est-ce que tu mélanges un peu, parce que bon maintenant quand même tu fais beaucoup d'ostéo, tu dois avoir des blessures parfois, tes copains d'entraînement sûrement aussi. Est-ce que ça vient contaminer un peu tes vacations, cet aspect-là ou pas? Alors oui, je me blesse comme tout le monde. Ça d'ailleurs, pour finir la petite chronologie de tout à l'heure, tu m'as dit en 2019 ça a été une année faste, c'était ma première année au niveau international en course à pied, l'année de ma thèse, et ça s'est terminé donc j'ai passé ma thèse octobre-novembre, et je me suis blessé dans l'hiver immédiatement après, fracture de fatigue, etc. Et donc là j'ai compris, donc là ça a été très compliqué, j'ai fait une récidive, etc. Donc là, j'ai fait 10 mois. Où ça, tu peux nous dire? Fracture de fatigue au calcanéum. Ok. Et j'ai fait en fait là une récidive 6 mois après, donc je l'ai mal soigné. Donc 10 mois sans course à pied. Donc là, ça nous projette directement, tu vois, en 2021. Toute l'année Covid, je l'ai passé blessé. Côté patient alors? Pardon? Côté patient. Oui, côté Covid, parce que tu vois, tu te souviens, les patients, il y en avait beaucoup moins que d'habitude. C'était particulier. Et alors, est-ce que tu résistais à la tentation de passer dans l'IRM toutes les semaines non, j'ai justement fait trop d'IRM parce que justement, le suivi en fait m'intéressait. Et j'ai même eu des remarques de certaines personnes sur les réseaux qui me disaient l'accès à l'imagerie il est moins difficile pour certains que pour d'autres. Il faut bien avoir des avantages. Mais il faut bien avoir des avantages. Mais en plus de ça, je mettais un point d'honneur à rentrer dans la machine que quand on avait en fait un lapin, une annulation, un patient qui venait pas, je vais rentrer, faire 2 séquences, faire le suivi longitudinal de la fracture de fatigue du calcanéum. Donc ça m'a pas mal appris. Mais ça n'a pas été forcément bénéfique, hein, et c'est pour ça que c'est pas du tout recommandé. Et ça m'a surtout pas empêché de faire une récidive. Et donc voilà, après oui, mon quotidien c'est quand même beaucoup à Annecy de patients sportifs blessés et beaucoup de trailers, parce qu'à Annecy on a une énorme communauté de trailers, c'est vraiment le centre du trail. Et alors, tu as un recrutement spécifique, ils connaissent, j'imagine Et oui, un peu. Alors, déjà, ça reste quand même un petit bassin, Annecy, par rapport à ce que tu connais à Paris. Il y a l'hôpital et puis 2 centres de radiologie. Donc, voilà, on draine quand même pas mal l'activité d'ostéo. Et oui, en plus... à Annecy, je suis connu dans le monde du trail, donc les gens me demandent des avis sur les réseaux. Comme je sais, voilà, ça fait beaucoup maintenant. C'est compliqué parce que c'est tous les jours. T'as un message type je ne donne pas d'avis sur les réseaux? En fait, bien souvent, je réponds pas. Au début, je répondais à tout. C'est sûr que bien évidemment quand on m'envoie des imageries sur les réseaux, je réponds pas. Alors souvent aussi on m'envoie des comptes rendus de radiologues qui n'ont pas vu les patients pour leur expliquer, ou les patients qui n'ont pas compris. Donc là je peux expliquer juste la conclusion avec des mots simples, d'autant plus si c'est quelqu'un que je connais. Mais après oui, sinon des demandes de rendez-vous, des demandes d'avis, des demandes de ce que tu veux, c'est 1 par jour quasiment. Donc ça mine de rien, ça représente pas mal. J'ai même eu des demandes un petit peu de médecins trailers qui envoient des patients trailers pour des avis sur imagerie de les Sables-d'Olonne, la Bretagne, j'ai eu les Pyrénées. Alors à la fois c'est bien, à la fois c'est pas bien. Comment Bon, là, en l'occurrence, un médecin du sport qui m'envoie toute l'imagerie pour une demande d'avis sur un dossier, sur un trailer de haut niveau, etc.
Moi, je lui donne mon sympa. avis. Ça se fait par échange de mails. J'ai toutes les infos, j'ai l'imagerie en ligne. Donc ça, c'est top. Ça me prend du temps, mais quand j'en aurai marre, je le ferai pas. En tout cas, voilà, ça me gêne pas d'en discuter, quoi. Et puis voilà. Ok. Après, ouais. Et alors, petite question, moi j'y connais pas grand-chose Les infiltrations, c'est du dopage ou pas? Bah oui, maintenant, on n'a en fait plus le droit d'infiltrer dans les 7 jours avant une compétition. D'accord, ok. Ah, Donc, dans les 7 jours, ça va. voilà. Ouais. Mais tu peux faire avant. Tu peux faire, ouais, jusqu'à 7 jours, ouais. D'accord. Ouais. Et t'as beaucoup de gestes comme ça chez des patients sportifs, même de haut niveau? Ouais, moi, c'est mon quotidien. Hein. C'est ton quotidien, en fait. Ouais, allez, entre 15, 20 un filtre ou... La semaine? Ouais, par jour. La journée? Ah ouais, d'accord. Ouais, 20, entre 10 chez et des 30. sportifs Quoi. ou chez tout le monde? Ah ouais, tout le monde. Donc, Ok. ouais, et ça, voilà, ouais, non, vraiment tout le monde. Hein. Ok. Sous radio, Ouais. sous écho Ouais, tout, scanner, IRM. Ok. Super intéressant. Et donc l'exercice libéral, en fait, c'est quelque chose qui te convient bien. Tu serais pas vu rester à l'hôpital? Alors là, c'est vraiment un point de vue organisationnel. C'est que, effectivement, ce que j'ai mesuré dans le libéral, c'est que ça me permettait d'être, moi, maître de mon planning. C'est vrai que le fait d'être associé, on est tous associés, voilà, donc décisionnaire, on peut choisir, on s'arrange un peu comme on veut. Alors, à l'hôpital, ça se fait aussi bien, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que typiquement pour organiser l'activité ostéo comme on le voulait, là on peut le faire. J'ai pas d'avis d'un administratif ou de je ne sais qui de plus haut qui me dit qu'il faut faire comme ça ou pas. Si j'ai envie de garder des plages d'urgence que je remplis juste la veille, d'infiltration, etc., ça je le fais. Alors après, moi j'ai quitté l'hôpital tôt, hein, j'ai fait l'internat et l'assistanat seulement. Donc en ayant quitté l'hôpital tôt, j'ai pas connu en fait, par exemple, le statut de PH qui, je pense, est bien, notamment peut-être maintenant, mieux en tout cas. Mais oui, cette liberté. Et puis il y a aussi ce deuxième point qui est la gestion. Moi j'aime bien, ça m'intéresse beaucoup en fait, justement ces considérations médico-économiques, faire les choses dans l'ordre, pouvoir ne pas faire n'importe quoi, s'organiser comme on veut. Le côté chef d'entreprise. Ouais, le côté chef d'entreprise, mais en fait c'est surtout, c'est pas chef d'entreprise dans le sens mauvais du terme, c'est plutôt en fait la gestion médicale, quoi. C'est-à-dire, ouais, voilà, en fait, je trouve que c'est une liberté, une facilité. Je reprends sur l'ostéo, l'organisation des vacations, des urgences, pouvoir rajouter, etc. Avoir vraiment une liberté d'ouverture de planning si on veut ouvrir. C'est vrai qu'à l'hôpital, c'est pas en début de carrière qu'on a ce genre de... Moi, je l'ai pas connu, voilà, parce que je suis parti tôt. Et je pense qu'effectivement, après, si tu es chef de service, si tu es PH implanté dans un service, peut-être dans un hôpital un peu plus petit qu'en CHU, où c'est vrai que c'est quand même des grosses machines, etc. Il y a aussi ce côté-là où moi, le CHU, je l'ai vécu un peu de façon impersonnelle, quoi. T'es l'interne de radio au bout du téléphone, tu vois, passer 2h du mat, tout le monde s'engueule au téléphone parce que quand tu fais 30 scans la nuit sur le trauma center et que t'es tout seul en interne, c'est dur. Au bout d'un moment, t'es fatigué, quoi. Moi, j'ai fait des semaines à 100 heures au CHU. Derrière, en fait, pour avoir une vie, tu vois, on les a tous faites, quoi, tu vois. Sauf que je m'entraînais à côté 10-15 heures. Je me suis dit, au bout d'un moment, ça va être compliqué, quoi. Je le fais parce que je suis jeune, je suis motivé, j'ai 25 ans, mais là, déjà maintenant, alors je suis peut-être devenu plus feignant, mais je me demande déjà comment je faisais. Alors, à 40 ans... Et toi, t'as pas chômé sur les autres fronts puisque t'as participé au championnat du monde 2 fois, si je ne me trompe pas. C'est ça. Avec plutôt pas mal de succès puisque t'as remporté la médaille d'or par équipe et la 4e place en individuel.
Comment ça s'est passé ce recrutement en équipe de France? Enfin, comment on fait? On Voilà, candidate, on t'appelle? Ouais. Comment ça s'est passé? C'est des courses de sélection en fait, donc il y a des critères précis qui sont donnés par la Fédération française d'athlétisme, qui sont publiés annuellement, et donc en l'occurrence il y a une course de sélection, il fallait faire dans les 2 premiers. Ok, donc c'est un concours encore. C'est un concours, mais pas avec les mêmes enjeux quand même, comme je le rappelle souvent. Mais oui, c'est pas les mêmes enjeux. Ouais. Et tu vas poursuivre cette expérience dans l'équipe de France? C'est quelque chose que tu veux faire? Ouais, moi j'aime bien parce que je suis quand même attaché, alors même si l'équipe de France actuellement en trail, les circuits privés ont plus de valeur sportive et médiatique que les courses fédérales, On entend plus parler de l'UTMB que du championnat. championnat du monde. Exactement. Ça va changer, je pense. Mais oui, c'est vrai la valeur. Déjà porter le maillot France, quoi, c'est cool. Même si c'est un petit sport, c'est un sport qui commence à grandir. Il commence à y avoir quand même un peu plus de concurrence. C'est quand même pas un maillot qui est donné à tout le monde. Et moi, je me suis toujours dit que si je pensais avoir l'opportunité de le faire, il fallait que j'essaie de le faire parce que une sélection en équipe de France, c'est quand même quelque chose qui reste. C'est des bons moments passés aussi, c'est un encadrement qui est sympa, c'est le cadre fédéral, donc c'est aussi sérieux, c'est assez institutionnel, les choses sont bien faites, on a le maillot de l'équipe de France, on chante les hymnes, c'est quand même, c'est quand même vraiment sympa. Et puis il y a toute une équipe, il y a les jeunes, les filles, les gars, en fait tout le monde est représenté T'es pas le seul en à nombre. travailler Non. Alors en équipe de France, on est notamment 3 médecins. On était là au dernier championnat du monde, dont la championne du monde en fait, Marion Delespierre, qui est médecin du sport à Lyon, que je connais très bien, et qui a pris la place de notre ancienne championne du monde, Blandine Léandel, qui est gynéco. Donc maintenant, elle doit être à temps partiel à l'hôpital à Mende, si je ne me trompe pas. Ok, Voilà. donc t'es pas le seul. Non, je suis pas le seul. Et donc voilà, on était 3 médecins, 2 filles et moi. Et puis il y avait une vétérinaire à un moment. Non, c'est le sport, le trail est un sport c'est assez intellectuel. Il faut réfléchir, il faut bien gérer, il y a beaucoup de paramètres. Et l'UTMB, tu vas courir à nouveau en 2024? Ouais, l'UTMB, je vais courir l'an prochain. Après, je verrai. Je voulais me donner un cycle de 3 ans pour essayer de progresser au maximum sur cette course. C'est une distance qui est un peu nouvelle pour moi. C'est vraiment un sport qui est à part. Donc 171 l'ultra-trail. km, c'est ça? Exactement. Donc pour moi, ça représente cette année 21 heures de course. C'est vraiment une préparation, un entraînement. C'est un peu un mode de vie à part de l'entraînement. Pour le trail court et moyenne distance, on va dire, parce que c'est vraiment là la passion de passer du temps dehors, en toutes conditions, la motivation d'y aller, et c'est pas tellement des entraînements très calibrés, spécifiques comme on le voit dans des sports plus courts, voire même dans le trail court. Et donc 21 heures dehors, donc une nuit. Ouais. Est-ce que toutes tes connaissances de physio, ou alors à ce niveau, peut-être vous êtes tous très renseignés et très formés sur ces sujets, mais est-ce que tu penses que tes connaissances de médecin, ça t'a aidé pour préparer, pour mieux vivre aussi ce qui se passe dans un corps qui subit une charge aussi intense? Je pense que ça m'a aidé un petit peu au tout début. Et en fait, je me suis rapidement aperçu que ce qu'on apprenait, c'était très limité. Et les connaissances dont j'allais avoir besoin en tant que trailer à ce niveau-là, ça allait être beaucoup plus poussé, quoi. Notamment sur le plan de la nutrition. Et donc, comme tu le sais, on n'a quasiment en fait pas de cours de nutrition, quoi. C'est vraiment très faible et c'est d'ailleurs souvent pas trop d'actualité, en tout cas moi comme je l'ai appris. Et puis après sur la physio, alors après maintenant moi j'ai un peu une équipe, j'ai un médecin du sport et des docteurs en physio qui m'entourent
donc sur lesquels je peux m'appuyer, voilà, qui ont des connaissances en physio qui sont bien au-delà de ce que j'ai. Et j'apprends. Alors, par contre, c'est sympa parce que pour eux, c'est sympa parce que moi, j'interagis pas mal avec eux, je les challenge, je leur pose des questions, j'essaie de comprendre, de vérifier. Ça peut leur mettre une petite pression. Voilà. Ouais, mais ils aiment. Après, c'est des gars qui sont calés, qui acceptent ça. Et justement, je pense que ça leur fait aussi plaisir de pouvoir échanger avec quelqu'un qui connaît ça. Ouais. Trop bien. Et donc, tu nous racontais que tu as dû sacrifier certains aspects de ta carrière de médecin pour le sport, notamment avec le recul sur l'interventionnel que tu as pris pendant tes années au CHU. Maintenant, là, c'est bien équilibré pour toi, ton activité pro et ton activité d'athlète? Alors, je me suis associé à 50% en fait à mi-temps. Okay, donc effectivement, maintenant, je pense que c'est équilibré. Alors, le problème, c'est qu'en passant, ça c'est ce que je croyais l'an dernier, puis en passant maintenant sur Ultra Trail et puis en arrivant à des performances comme courir 21 heures sur l'UTMB où finalement il y a peut-être qu'une quinzaine de personnes qui l'ont déjà fait quoi, dans l'histoire. Là, on arrive quand même vraiment au plus haut niveau sur l'Ultra Trail. Tout le monde est professionnel. Tout le monde est professionnel. Tous ceux qui sont devant moi sont professionnels, font ça à temps plein. Donc après, oui, le mi-temps c'est bien, c'est une chance, c'est indispensable pour moi, mais parfois j'aurais besoin de plus. Mais c'est un choix déjà que j'ai fait, donc je me plains pas. J'aurais pu faire le choix en fait d'arrêter ou en tout cas de mettre en pause la médecine. J'ai des contrats qui me permettraient de vivre du sport, en tout cas actuellement. Mais en tant que jeune radiologue, je ne sais pas toi, mais moi, quand je rentre de vacances, déjà je prends jamais plus de 2 semaines de vacances, et quand je rentre de vacances au bout de 2 semaines, ouais, t'es un peu rouillé. Alors je sais que ça le fait à tout le monde, mais le fait d'être en plus jeune médecin, où je suis conscient que, tu vois, c'est tellement un métier qui s'apprend avec l'expérience, etc., que faire une pause maintenant, ouais, je me dis déjà, ce serait dommageable. Encore une fois, je veux bien faire mon métier, je veux voilà, continuer à me former. Voilà, c'est aussi quelque chose, un contrat que je me suis fait avec moi-même, c'est que le CHU c'est top pour ça, c'est imbattable. Et quand on part aussi jeune dans le libéral, essayer de continuer de faire les. Donc là, il faut être moteur. Donc moi, j'ai la chance d'avoir des associés super dynamiques là-dessus, et on fait les congrès ensemble et on se challenge, on se montre les dossiers, on a des groupes où on échange vachement. Mais voilà, cette obligation de rester au niveau. Voilà, de rester au niveau et de progresser surtout, quoi, au-delà de ça. Donc arrêter la médecine, je me disais, si ça aurait été au moins pour 3 ans, quoi, grand minimum. 3 ans. Parce qu'en fait, les carrières sont longues dans ta discipline. Vous courez jusqu'à parfois passer 40 ans. Ouais, là on a même, c'est un peu un ovni, mais un gars qui a 47 ans, qui a fait 21 heures là, sur le TMB cette année. C'est à peu près le seul, mais ouais, effectivement, on se dit que quelqu'un de bien conservé sur le plan articulaire et surtout mental peut courir jusqu'à 45 ans, quoi, sur ce niveau de perf. Donc toi, tu t'organises pour le temps long, là? Je m'organise pour le temps long, mais bon, après, est-ce que j'aurais envie de faire ça là encore pendant 12 ans? Non, je pense pas. Parce que même à temps partiel, ça demande beaucoup de sacrifices. Moi, actuellement, je suis en couple, mais j'ai pas d'enfant, par exemple. Donc voilà, ça c'est aussi un sujet. C'est sûr que quand on me demande comment je m'organise, il y a ma compagne qui fait des efforts pour moi. C'est aussi tout un environnement, quoi. Ça ne me concerne pas que moi. Et puis c'est vrai que voilà, il y a potentiellement une vie de famille. Puis ça demande quand même beaucoup d'engagement mental, quoi, de continuer d'y aller, et puis voilà, ouais. Tu peux nous faire une petite semaine type en 3 mots
Semaine type, alors si on commence, allez, je vais commencer par le mardi parce que c'est ma semaine, pro qui commence le mardi. Moi, j'ai ma grosse journée à la clinique. Donc, généralement, le soir, j'ai du mal à m'entraîner ou alors je vais faire petite muscu en salle ou vraiment un petit footing léger ou du repos, justement. Et puis après, mettons le mercredi, je vais avoir une grosse journée d'entraînement. Donc là, grosse journée, c'est 4-5 heures d'entraînement avec 2 entraînements, par exemple vélo et ski, enfin course à pied et ski, ou vélo et course à pied l'été. Après le jeudi, par exemple, je vais travailler une demi-journée et m'entraîner l'autre demi-journée. Le vendredi, pareil. En étant associé, on le sait tous, il y a aussi un petit peu de temps de gestion, donc des réunions d'associés, des réunions avec le personnel. Donc ça, c'est souvent de 19h à 22h, le jeudi, le vendredi. Donc ça, j'y vais parce que je fais partie de la direction du scanner dans notre groupe, donc c'est cool. Ouais. Et puis le week-end, là, ça va être vraiment des grosses charges d'entraînement. Donc c'est pareil, on travaille aussi le samedi au cabinet. Donc un samedi sur 2, je travaille. Et puis le samedi après, le dimanche, là, vraiment, voilà, ça peut aller jusqu'à des journées de 10 heures d'entraînement au max, on va dire. Donc là, c'est la journée complète. C'est 8h, 18h. C'est une belle journée de bureau, mais dehors. Et rebelote le lundi, souvent, soit je travaille une demi-journée, soit je fais une grosse journée d'entraînement aussi. Ok, donc t'as pas beaucoup de temps pour autre chose, mais bon. Il n'y a pas, voilà, mais après, ce qu'il faut se mettre à ma place. Moi, ma passion, c'est d'être en fait dehors, effectivement. Après, c'est sûr que les vacances, c'est des stages d'entraînement, mais il y a aussi les points positifs, c'est que le trail, moi, je cours à Madère, je cours aux États-Unis, il y a des cours aux US, aux USA, il y a des courses en Australie. Moi, je suis pas allé Australie, Nouvelle-Zélande, mais voilà, j'ai fait les championnats du monde en Thaïlande, à Innsbruck. Je cours régulièrement dans les Canaries, à Madère, l'hiver. Puis toutes les courses en Europe, les Pyrénées, les Alpes, etc. Donc c'est quand même à chaque fois des lieux qui sont sympas. Des lieux où j'arrive à prolonger des vacances après la course. Où là, ça permet aussi de profiter souvent. Là, on était au Mexique. Voilà, c'est des lieux quand même qui sont sympas à découvrir et le sport, c'est un bon prétexte pour juguler les deux aussi, quoi. Mais oui, après, c'est sûr que pour les petites choses, alors oui, on arrive quand même à faire du resto, mais je vais pas au bar tous les soirs et je fais plus de soirée médecine. Il n'y a pas de secret quand même, faut bosser et avoir une vie sobre. Ouais, c'est comme la médecine, c'est de la résilience, de la régularité et puis de la discipline, quoi. C'est ça, c'est tous les jours. Super. Écoute, pour finir, je te propose quelques petites questions rapides. Est-ce que tu peux nous dire une rencontre déterminante que tu as eue dans ta carrière de radiologue ? Alors spécifiquement de radiologue, ça a été beaucoup de rencontres. Une en particulier qui m'a marqué, je ne saurais pas dire, peut-être que je retiendrai en fait le premier radiologue à l'hôpital d'Annemasse que j'ai rencontré, où j'ai fait mon premier stage, qui est d'ailleurs encore un radiologue en activité, Dr Vignoli, très sympa, très compétent, et qui m'a ouvert l'esprit sur la radio interventionnelle, et sérieux, et un bon médecin, quoi, joignable, qui m'a fait passer vraiment des valeurs de la radiologie auxquelles j'ai adhéré et que j'essaie de maintenir tous les jours. Donc en fait, juste des valeurs simples, mais d'efficacité, voilà. Top. Est-ce que tu peux nous raconter un souvenir que tu aimes bien, soit sport, soit radio, tu choisis? Je vais être obligé d'en prendre un dans chaque parce que c'est quand même ma vie maintenant. En radio, ce sera en médecine en général, ce serait quand même, je pense, les résultats des ECN. C'est con, mais émotionnellement, en fait, c'est ce que je voulais faire. Ça m'a demandé beaucoup de travail et je m'en souviens, en fait, c'est vraiment gravé en moi. Parce que c'était, en fait, le début de ma vie pour moi, quoi. Vraiment, cette réussite, je savais que je serais heureux, c'est ce que je voulais faire. Et puis dans le sport, je pense que c'est un moment un peu particulier. C'est pendant la course,
ma première course internationale que j'ai gagnée, c'est pas le moment où j'ai passé la ligne, c'est le moment où j'ai compris que je pouvais gagner. C'est 10 ou 15 minutes. Quand les autres étaient loin derrière. Ouais, c'était pas si loin que ça, mais donc c'était 10 minutes avant de passer la ligne. Et c'est le moment où je me suis dit, en fait, Elle est pour moi. ouais, elle est pour moi. Et puis surtout, je me suis vraiment découvert quelque chose de très fort, quoi. Je me dis, en fait, ouais, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être vraiment moyen de s'amuser et de développer autre chose là-dedans, quoi. Et c'était vraiment une passion. Et oui, aujourd'hui, je suis content parce que je pense que ça me réussit. C'est un vrai équilibre de vie avant tout, quoi. Super. Et si tu pouvais revenir dans le temps, quel conseil tu donnerais au jeune Thibaut? Alors, je pourrais pas spécialement répondre à la question comme ça. Ce serait plutôt, en fait, sur ma vie, j'aurais aimé avoir, tu sais, 2 vies. Une vie de médecine, full focus, faire que de la médecine, parce que c'est vraiment un métier qui me plaît et j'aurais aimé faire, tu vois, de l'interventionnel lourd, par exemple, tu vois, tout ce que j'ai vu au CHU, j'ai fait de la NRI, tout ça, ça me plaisait à fond et j'aurais voulu m'impliquer à 1000% là-dedans et faire rien d'autre, comme on voit beaucoup de médecins. Et c'est super inspirant et c'est un monde sans fin. Et j'aurais voulu avoir une vie dans le sport ou faire que du sport parce que j'ai rencontré beaucoup de gens inspirants, humbles, avec un bon équilibre de vie, des gens sains et puis que c'est un monde infini aussi. La performance ne s'arrête jamais, tout le monde peut toujours faire mieux et personne n'est meilleur que tout le monde, quoi. À défaut de pouvoir avoir 2 vies, je trouve que tu as plutôt pas mal combiné tes 2 passions. Est-ce que tu pourrais donner un conseil un peu général pour un jeune interne de radio qui a une passion un peu sur le côté comme toi, une grosse passion? Alors, je parlais quand même généralement plus proche du sport parce que c'est ce que je connais, donc je ne veux pas m'aventurer, mais déjà, je pense que la radio, vous êtes au bon endroit, quoi. C'est quand même vraiment une spé qui est infinie, qui a des évolutions, qui est une spé qui est super dynamique et qui laisse aussi, je pense justement, comme on disait tout à l'heure, le fait que ce soit une spé à garde, notamment dans le milieu hospitalier, la possibilité d'avoir une vie à côté. Ce que, je sais pas toi, mais voilà, moi j'ai tous mes potes chirurgiens par exemple, c'est vrai que je m'imagine chirurgien faire on n'en retrouve pas beaucoup en fait, parce que voilà, ça dépasse souvent, il y a beaucoup d'imprévus et ça je pense que c'est une vraie qualité de la radiologie, une spé évolutive, intéressante intellectuellement, manuellement maintenant de plus en plus, qui a de l'avenir et qui laisse en fait voilà, cette possibilité de faire le choix de sa vie, quoi, d'avoir une vie à côté de la médecine, de profiter de la vie et de la médecine parce que c'est quand même deux mondes très enrichissants en tant qu'être humain, quoi. Super, écoute Thibaut, je propose qu'on termine là-dessus. On va te suivre donc en 2024 sur tes courses importantes, donc notamment l'UTMB et j'espère aussi les mondiaux. Alors cette année c'est championnat d'Europe et il faut que je me qualifie, donc championnat de France, passage obligatoire, championnat d'Europe et puis peut-être diagonale des fous en fin d'année. Parce que les mondiaux c'est pas tous les ans, c'est ça? Et les mondiaux en alternance, 1 an sur 2. Okay. Donc ce sera en 2025. D'accord, donc championnat de France, bonne chance, oui. Et peut-être diagonale des fous à la fin de l'année, c'est ça? Oui, si la motivation le permet, parce que ça vient quand même 2 mois après l'UTMB et il faut respecter quand même ces phases un petit peu de repos, c'est quand même ce qui peut amener un petit peu au casse-pipe. On a des vraies déplétions en fait, hormonales, etc., des fatigues profondes sur des ultra-trails comme ça avec des implications maximales. Et là, encore une fois, il faut que ça reste un équilibre de vie et en fait, on peut développer des vrais syndromes dépressifs après une grosse après course. Des grosses courses, surtout sur l'accumulation des grosses courses. Donc il faut faire gaffe à ça pour que ça reste en fait quelque chose de. Ça reste quand même avant tout un loisir, quoi. Super, écoute, merci beaucoup Thibaut, c'était super intéressant et pour ceux qui veulent suivre tes aventures, tu es présent sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à aller
faire un tour sur ces comptes. Merci beaucoup Thibaut. Si ce podcast vous inspire, parlez-en autour de vous. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, retrouvez-nous sur radiologie.fr.